Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de reprendre cette série d'onomastiques en ligne, Onomastics Online. Euh, Nous allons écouter quelques mots de la part de Madame Resegui, qui est la présidente de notre Société internationale de sciences onomastiques. Et ensuite, je vais présenter très rapidement Monsieur Giraud, pour lui céder la parole et qu'il ait un maximum de temps. À la fin, il est prévu de avoir un petit espace d'échange. Merci beaucoup d'être là et bienvenue. Je donne la parole à Madame Resegui. Dear colleagues, as you know, Onomastics Online was launched almost exactly 2 years ago, in February 2022. And since then, we, the Committee of Name Researchers, have spent quite a lot of time together and had speakers from all over the world: Brazil, Korea, Japan, the United States, England, Germany, and so on. Speakers from the fields of critical geography, spatial cognition, cognitive linguistics, and even second language learning and teaching, besides linguistics in general and onomastics. For this semester, we also arranged an exciting program. You can check it on our website. And today's speaker is going to talk about current issues of toponyms, especially new place names, neotoponymy. I'm very happy to welcome Frédéric Giraud. Thank you very much for accepting our invitation. And also special thanks to Yolanda, who helps a lot in organizing lectures in French and who is the chair of this event. So the floor is yours. I wish a wonderful time for us. Merci beaucoup, Madame Resegui. Je présente très rapidement Monsieur Giraud, qui a un curriculum impressionnant, mais je vais juste me restreindre à un paragraphe. Frédéric Giraud est professeur ordinaire en géographie politique et en développement territorial. Ses activités sont principalement rattachées au département de géographie et environnement et au Global Studies Institute. Il est titulaire de la chaire UNESCO Dénommer le monde et anime son réseau international. Ses travaux de recherche portent d'une part sur la question territoriale de dénomination des lieux et d'autre part sur les initiatives de développement territorial dans des contextes africains et européens. Nous sommes très heureux donc d'écouter la conférence Toponymie critique et néotoponymie pour une théorisation. Merci beaucoup, Monsieur Giraud, vous avez la parole. Merci beaucoup, Yolanda, pour cette introduction. Merci au réseau et à Cataline et à l'ensemble des personnes qui participent à ce réseau pour leur invitation. Je suis très honoré de participer à cette série d'événements en onomastique. Comme vous l'avez dit, je suis moi-même géographe, je ne suis pas linguiste, mais je travaille pleinement sur les questions de toponymie, et c'est donc à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Je vais peut-être donc le titre de mon intervention, comme vous l'avez rappelé, est donc toponymie critique et néotoponymie pour une théorisation. Donc je vais essayer d'introduire des éléments d'ordre théorique, ou au moins des interrogations d'ordre théorique, et puis des propositions. J'essaierai d'illustrer également ces propositions, et peut-être ça fera l'objet d'une discussion. Je vais, si vous me permettez, je vais peut-être me permettre de présenter très rapidement la chaire UNESCO, qui est relativement récente, elle a 2 ans maintenant, qui donc cette chaire UNESCO, elle s'intitule Chaire UNESCO en toponymie inclusive, dénommer le monde. Alors vous voyez, c'est une dénomination assez ambitieuse. Elle a essentiellement pour but, et elle a été retenue par l'UNESCO pour ça, elle a essentiellement pour but de rendre visible un champ qui est un champ émergent. Alors c'est pas un champ tout neuf, bien entendu, il y a pas mal de personnes qui œuvrent aux questions politiques en toponymie depuis déjà un certain temps, mais c'est quand même un champ qui s'est consolidé ces dernières décennies, on va dire, et qui s'oriente en différentes directions.
Donc, il y a là la possibilité, avec ce label UNESCO, d'affirmer ce champ émergent et puis d'avoir la possibilité de bénéficier de ce label pour développer des projets de recherche. Mais aussi, en fait, il y a deux axes, si vous voulez. Il y a d'une part un axe de recherche, proprement dite, dans différents domaines qui seront illustrés par mes propos. Et puis, il y a un axe peut-être plus appliqué. Ça correspond à la partie de l'intitulé de la chaire qui relève de la toponymie inclusive. Et donc, cette partie plus appliquée vise en fait à promouvoir quatre thèmes qui sont en lien avec des préoccupations sociales. Ces quatre thèmes sont les suivants. C'est d'une part celui des langues minoritaires et régionales et des savoirs autochtones. C'est la question des mémoires coloniales et de la commémoration des mémoires coloniales et des événements historiques associés à la colonisation. C'est la question du genre, particulièrement dans les noms de rues en situation urbaine. Et puis, c'est la question de l'adressage, de la standardisation de l'adressage dans les campagnes du Nord, mais aussi dans les villes du Sud, et notamment dans les quartiers informels. Donc, on a là quatre thèmes qui, eux, renvoient à des préoccupations sociales assez claires aujourd'hui, et qui sont traités éventuellement sous forme de projets de recherche, mais aussi sous forme de forums qui associent différents acteurs, et pas simplement les acteurs de la recherche, pas simplement les acteurs académiques, mais d'autres types d'acteurs qui peuvent être les gouvernements locaux, qui ont à gérer et à mettre en place la dénomination des lieux dans différents contextes, mais aussi éventuellement des mouvements activistes qui s'emparent de la question toponymique et qui revendiquent un certain nombre de choses du point de vue de la toponymie. Voilà, donc ces forums multi-acteurs peuvent déboucher sur des préconisations ou en tout cas des policy briefs qui éclairent les enjeux sociaux, voire politiques, liés aux questions de toponymie. Et puis, il y a des préoccupations qui sont des préoccupations transversales qui touchent l'ensemble de ces thèmes, qui sont celles de la marchandisation des noms de lieux aujourd'hui, je l'évoquerai. C'est le tournant cartographique, et notamment le tournant cartographique numérique, qui change la donne en matière de cartographie des toponymes. Et puis, c'est les questions de participation sous différentes formes qui peuvent intervenir dans des processus de dénomination des lieux aujourd'hui. Voilà, alors vous m'excuserez, je me suis permis de prendre un petit peu de temps pour vous présenter ce dispositif et puis ce projet qui est en cours. Et j'en viens maintenant au, J'en viens maintenant à nos activités et au thème du jour. Alors, un petit peu de publicité aussi, au passage, pour vous dire qu'un manuel relativement original, en deux langues, à la fois en français et en anglais, est sorti très récemment, en 2023 pour l'un et fin 2022 pour l'un, début 2023 pour l'autre, chez Isté et John Willey. Euh, un membre du réseau, alors je ne sais pas si Peter Jordan est présent aujourd'hui, mais enfin, Peter Jordan nous a fait l'honneur de réaliser un compte-rendu extrêmement détaillé et également un compte-rendu qui propose des éléments de discussion sur lesquels je reviendrai peut-être d'ailleurs dans la conférence, et ceci dans la revue Onoma, que vous connaissez bien, évidemment. Et puis, ces manuels trouvent encore un débouché de nature un peu différente, avec un cours en ligne en français qui est ouvert à la planète, hein, qui est accessible, donc qui est en français, c'est une limite, et qui s'appelle Dénommer le monde, la politique des toponymes, et que l'on peut trouver sur la plateforme Coursera. Euh, voilà. Alors maintenant, j'en viens peut-être à vous parler un tout petit peu de moi, de mon itinéraire et de la manière dont j'en suis venu à faire de la toponymie politique un axe central de mes travaux, alors qu'au départ, je suis quelqu'un qui vient de la géographie politique et qui travaille surtout sur les questions de frontières et de mise en place de projets de développement à base territoriale. Alors, comment j'en suis arrivé à ce sujet? Eh ben, j'en suis arrivé à ce sujet parce que à différents moments de mon itinéraire de recherche,
j'ai été très frappé par des processus en cours auxquels j'assistais et qui nécessitaient qu'on s'y intéresse et qu'on cherche qu'on les prenne au sérieux et qu'on cherche à les comprendre. Alors, je vais évidemment pas tous les citer, mais je vais quand même vous citer quelque chose qui n'est pas que anecdotique. Lorsque j'étais en doctorat, c'est-à-dire il y a bien longtemps, je travaillais en Afrique de l'Ouest dans plusieurs pays, plusieurs contextes. Et en l'occurrence, j'ai travaillé au Togo et à la frontière du Togo et du Ghana, également sur le Ghana. Euh, il s'avère que j'ai été confronté à une situation assez particulière. J'étais dans une région qui constituait une sorte de front pionnier cacaoyer. Et ce front pionnier s'était développé depuis le début de la colonisation, la dernière colonisation, la colonisation contemporaine, avec prise de possession territoriale. Donc, ce front pionnier s'est développé plus ou moins à l'initiative d'une chefferie autochtone. En l'occurrence, c'est un groupe qui s'appelle le groupe Akposso, qui dispose d'une langue spécifique, la langue Akposso, mais qui a eu recours à une main-d'œuvre extérieure très nombreuse, qui est venue, qui a réalisé une grande partie du travail extraordinairement important de défrichement, qui s'est installé dans la région, qui a développé des quartiers dans les villes, qui a développé des hameaux à l'intérieur de la cacaoyère, hein, donc de la forêt, si vous voulez. Bon, et ce système fonctionnait avec des terrains qui étaient donnés régulièrement à ces populations en échange de leur travail de défrichement. Et puis, le front pionnier avançant, eh bien, ce front pionnier s'est trouvé épuisé à un certain moment. Et donc, le système qui reposait quand même sur des ressources foncières toujours abondantes a fini par s'épuiser. Et du coup, le groupe autochtone, alors peut-être pas la totalité du groupe autochtone, mais en tout cas la chefferie représentant le groupe autochtone, a revendiqué en fait le droit de reprendre des terrains, de reprendre des parcelles de plantation aux populations auxquelles elles avaient été cédées. Et donc là, on était sur une revendication d'ordre économique, mais aussi une revendication foncière, une revendication territoriale. Et pour appuyer cette revendication foncière, cette revendication territoriale, donc, eh bien, le groupe dominant Akposso et sa chefferie ont entrepris une sorte de réforme de la toponymie et ont réautochtonisé sur le plan toponymique la totalité des quartiers des petites villes de la région et également les hameaux. Et donc, c'était un argument de poids pour justifier de l'autochtonie et des droits autochtones sur la terre dans cette région-là, au détriment de populations qui, certes, n'étaient peut-être pas autochtones, mais qui, en l'occurrence, vivaient sur ce territoire depuis un certain temps et avaient acquis des droits fonciers sur plusieurs générations. Donc là, je me suis rendu compte comment, dans une situation très particulière qui nécessite d'être vraiment contextualisée, eh bien, la toponymie pouvait être une véritable arme dans des conflits d'ordre territoriaux. Alors évidemment, pour vous, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais en l'occurrence, moi, j'ai découvert ça, jeune chercheur, et je me suis rendu compte, première rencontre forte, si vous voulez. Et puis, j'ai fait d'autres rencontres que je ne vais pas détailler autant, mais j'ai fait d'autres rencontres dans des conditions, dans des contextes extrêmement différents. D'une part, dans le monde rural français, où j'ai été amené à m'investir beaucoup en tant que post-doctorant, et là, sur des objets géographiques de nature différente. Il s'agissait plutôt de territoires et non pas de lieux-dits. Il s'agissait de territoires émergents en recomposition, avec, dans le cadre notamment de ce que l'on appelle l'intercommunalité, la coopération entre les communes dans le monde rural français. Et là, je me suis rendu compte que le terrain toponymique était aussi un terrain qui était très investi d'un point de vue politique, d'un point de vue aussi géoéconomique, par différents types d'acteurs. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années en Afrique du Sud. Je travaillais à l'époque sur les questions de production d'une nouvelle carte post-apartheid, hein, une carte municipale et une carte des provinces qui rompait avec l'ordre ségrégatif de la période d'apartheid.
Et donc, bien sûr, il était beaucoup question de frontières, de territoires, de délimitation, mais il était aussi beaucoup question de toponymie avec des revendications de nature différente et puis des débats extrêmement importants sur lesquels je vais revenir d'ailleurs dans le cadre de cette présentation. Alors, euh, alors maintenant, j'avance en peut-être vous proposant, alors vous allez voir, je sors de ma zone de confort parce que je viens sur le terrain de la linguistique qui n'est pas le mien, mais bon, donc je soumets ça aussi à la discussion des spécialistes que vous êtes, mais je, je- c'est important pour la toponymie politique ou la toponymie critique de se poser la question de savoir sur quelle base les échanges avec la linguistique peuvent s'établir et pourquoi peut-être au départ il y a pu y avoir une certaine mise à distance des questions sociopolitiques par la linguistique. Alors, c'est juste des propositions, des suggestions que je fais, mais il me semble quand même que euh, le fait de définir les odonymes et notamment les toponymes sous la forme d'objets de langage qui correspondent à une désignation rigide. Je reprends la terminologie de Kripke dans les années 70 qui a attribué aux odonymes et particulièrement aux toponymes cette spécificité qui serait celle d'avoir une désignation dite rigide qui correspond finalement à un objet dans tous les mondes possibles. C'était sa définition. Donc le toponyme ou l'odonyme ou le toponyme comme désignateur rigide d'un objet dans tous les mondes possibles. Alors bien sûr, c'est intéressant parce que ça marque la spécificité de l'odonyme, mais en revanche, ça cantonne l'odonyme dans quelque chose d'extrêmement réducteur. Et notamment, je pense que ça s'oppose à une démarche qui peut être descriptive, qui peut être contextualisée, qui peut être pragmatique et qui, elle, va s'intéresser à la variation de sens et la variation d'usage des noms propres et notamment des toponymes. Voilà, donc bon, je pense que là, le fait quand même que cette approche ait pu être, je ne sais pas si elle est dominante, vous le savez mieux que moi, mais en tout cas puissante dans la linguistique, ça a peut-être contribué au fait que la toponymie s'est davantage focalisé ou s'est focalisé presque exclusivement, ce qui est déjà évidemment un champ fantastique, mais sur la question des origines et sur la question de l'altération des noms de lieux. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est le fait que proposer une approche diachronique qui permet de retracer l'évolution dans le temps et qui s'est un peu imposée pour la toponymie par ses méthodes et ses questions, et bien évidemment, c'est tellement riche, c'est tellement puissant de proposer une réflexion d'ordre synchronique que ce qui relève, pardon, d'ordre diachronique, que ce qui relève du synchronique, c'est-à-dire s'intéresser à un moment donné, et c'est ce que je fais, hein, en l'occurrence, avec le travail sur la néotoponymie, s'intéresser à un moment donné sur les motivations et la réception et l'émergence d'un nom et les motivations dans sa production et les conditions de sa réception, eh bien, ça peut apparaître comme peut-être plus pauvre dans la mesure où c'est simplement synchronique et ça n'est pas diachronique. Et puis, je pense qu'il y a eu toutes ces ouvertures de la toponymie vers les questions d'archéologie, archéologie du peuplement, et puis plus récemment, archéologie de l'environnement, avec le toponyme comme marqueur, comme indicateur de strates héritées. Évidemment, ça a offert aussi une ouverture et un champ assez formidable à la toponymie, mais qui est différent de celui des questions de pouvoir. Euh, voilà, donc je voulais juste peut-être vous faire part des réflexions que l'on peut avoir sur les raisons qui ont peut-être fait que la rencontre avec la toponymie en tant que sous-discipline de l'odonymie au sein de la linguistique ne s'est pas
c'est pas fait si facilement. Alors même si, bien sûr, au sein de la linguistique, il y a eu des travaux pionniers, hein, un certain nombre, mais je dirais, avant ces dernières années, j'ai l'impression que c'est resté quelque chose de relativement réduit et qui reposait sur quelques personnalités. Alors maintenant, donc on est sur des questions d'ordre théorique, hein, avec ce que je viens d'évoquer. Je voudrais rester sur des questions d'ordre théorique en évoquant un certain nombre de références théoriques qui sont utilisées par la toponymie critique ou la toponymie politique aujourd'hui. Et vous allez voir que certaines références sont des références qui viennent du monde des sciences sociales, essentiellement des sciences politiques, sociologie. Euh, voilà, mais voilà. Donc je voudrais juste évoquer les références les plus fréquentes. Alors, il y a bien sûr les références aux travaux d'Antonio Gramsci, et notamment à sa notion d'hégémonie culturelle. Et Antonio Gramsci lui-même, alors, c'est pas au cœur de la plupart de ses écrits, mais dans certains de ses écrits, notamment dans ses carnets de prison, hein, qui datent maintenant d'il y a un siècle, il a développé sa notion d'hégémonie culturelle en tant que stratégie politique. Et il a évoqué la toponymie comme étant un champ de déploiement de cette politique de l'hégémonie culturelle. Donc à ce titre-là, Gramsci est souvent cité et souvent considéré comme étant une référence possible. On a également des références à Pierre Bourdieu, au sociologue engagé qui est Pierre Bourdieu. Et alors là, en règle générale, les références portent beaucoup sur le concept de capital. Alors, vous savez que Pierre Bourdieu a essayé de théoriser la notion de capitaux et de montrer qu'à côté du capital économique, il fallait tenir compte du capital culturel dans le positionnement social. Ceci est bien connu. Et donc, dans les développements théoriques proposés par Pierre Bourdieu sur ces notions de capital, on peut aussi parler de capital symbolique, et c'est ce que font un certain nombre d'auteurs qui attribuent au toponyme une valeur en termes de capital symbolique, et qui s'intéressent à la conversion marchande, économique en quelque sorte, qui peut être faite de ce capital symbolique. Euh, on a également deux théoriciens engagés qui sont souvent mobilisés dans la toponymie critique. Il s'agit de Michel Foucault. Et moi-même, dans les travaux que j'ai pu réaliser, je me suis pas mal inspiré des propositions théoriques de Michel Foucault, et notamment de trois termes, trois notions, trois concepts. Le concept de dispositif, le concept de dispositif qui est intéressant dans la mesure où il peut permettre de parler d'un cadre normatif qui, bien sûr, correspond au cadre juridique, mais qui va bien au-delà et qui incorpore aussi un ensemble de savoirs qui peuvent être mobilisés pour comprendre le domaine de ce dispositif politique. Et on peut estimer que la toponymie politique constitue un dispositif qui, bien sûr, est balisé par un cadre normatif, un cadre juridique, mais qui est aussi balisé par un ensemble de savoirs, un ensemble de conceptions euh, qui, euh, qui cadrent en quelque sorte les modalités de production des noms. Alors, Michel Foucault a également utilisé cette notion de dispositif pour expliquer qu'elle était liée à celle de gouvernementalité. La gouvernementalité étant en quelque sorte l'art de gouverner les populations, ce sont des termes de Michel Foucault, hein, gouverner les populations à partir de toute une série d'instruments qui ne sont pas que les instruments strictement politiques et juridiques du gouvernement, mais qui vont bien au-delà et qui vont notamment dans le champ culturel, dans le champ du savoir, et qui orientent le savoir dans une perspective de gouvernementalité. Il parle également de biopolitique. Alors la biopolitique, c'est quand les populations, ce qu'il appelle les populations, incorporent, s'approprient en quelque sorte des normes qui font partie du dispositif. Et quand ces populations, finalement, appliquent de manière
on pourrait dire, spontanée, indépendamment même du cadre juridique ou du cadre politique, ces normes qui elles-mêmes renvoient à ce dispositif. Alors, moi, je trouve que on pourra éventuellement revenir là-dessus si vous le souhaitez, mais je trouve que ce cadre théorique est extrêmement puissant pour essayer de comprendre ce qui se joue dans la production des noms de lieux et qui va au-delà d'une simple volonté politique ou d'un simple cadre juridique et normatif, mais qui bien sûr tient compte du champ culturel, mais d'un champ culturel qui, qui est lui-même un instrument politique potentiellement. Voilà. Donc, on pourra éventuellement revenir là-dessus. Je voudrais juste citer, mais là, je ne vais pas m'étendre, peut-être Guy Debord et les situationnistes avec l'idée de la société du spectacle. Donc, si on voit le dispositif de la toponymie comme un des moyens d'imposer de manière spectaculaire un ordre sémiotique, eh bien, là, la notion de société du spectacle peut éventuellement être féconde. Il y a également Michel de Certeau qui, lui, s'est intéressé à la construction du quotidien en tant que scène de création par le bas, hein, de type bottom-up. Donc là, bien sûr, les travaux de Michel de Certeau peuvent être très utiles pour essayer de comprendre la réception des toponymes et la production par le bas d'une toponymie alternative ou vernaculaire. Euh, alors, pour finir ce name dropping, là, hein, cette évocation de quelques noms, je voudrais quand même revenir à un linguiste qui est aussi assez inspirant, en tout cas pour moi, qui est Yori Lotman. Alors, à ma connaissance, Yori Lotman n'a pas travaillé directement sur la toponymie, mais en revanche, parmi les linguistes, c'est quelqu'un qui a proposé des éléments d'ordre théorique, et notamment, c'est, je crois, en tout cas, l'inventeur de la notion de sémiosphère. Alors, il applique la notion de sémiosphère à la langue et au langage, et il souligne le fait qu'au sein de la sémiosphère, il y a des centralités, il y a des périphéries, il y a des jeux de domination, il y a des fluctuations. Et alors bien sûr, si on applique cette notion de sémiosphère et tous les éléments que je viens d'évoquer, qu'a théorisé Yori Lotman, si on l'applique au dispositif que constitue la toponymie, eh bien, on a là quelque chose aussi de puissant et ça permet donc d'assimiler la toponymie à une sémiosphère en soi. J'y reviendrai. Et puis pour finir, et c'est le dernier nom que je vous donnerai ici, Claude Raffestin qui est un géographe du politique, qui est l'auteur de la géographie du pouvoir. Alors, qui a un lectorat qui va bien au-delà d'ailleurs de la francophonie, un peu comme tous les auteurs que j'ai cités jusqu'à présent et qui étaient francophones, qui a un lectorat qui va bien au-delà de la francophonie, et notamment, il a été traduit en espagnol et en portugais et a connu un immense succès, et il y a beaucoup de références dans euh, dans la lusophonie et l'hispanophonie, aux travaux de Claude Raffestin. Alors, Claude Raffestin, géographe du politique, qui a écrit La géographie du pouvoir, qui s'intéresse en fait au territoire et à la territorialisation. Et la particularité de son approche, c'est qu'il propose de définir le territoire et la territorialisation, pas uniquement comme c'est fait habituellement, par de l'espace qui connaît des processus d'appropriation physique de type militaire ou politique, mais également il propose de définir le territoire par une appropriation de type sémiotique. Pour lui, le territoire est un espace qui est informé par la sémiotique, justement, et par des signes. Et qu'à partir du moment où il y a investissement d'un espace à partir d'un ensemble de signes, et donc une sémiotique, et donc, pour créer une sémiosphère, eh bien, il y a territoire. Voilà, donc je me suis permis de rapprocher ces deux auteurs qui, à ma connaissance, évidemment, n'ont pas eu de lien direct, et je ne pense pas que Claude Raffestin ait cité directement Lotman, mais il me semble que là, il y a un rapprochement potentiellement intéressant. Alors, maintenant, j'en viens au concept. Là, je vais être plus rapide. Je vais proposer deux concepts. Alors,
c'est des notions de travail, hein, mais qui nous sont utiles compte tenu des objets sur lesquels on travaille. Il y a d'une part celle de néotoponymie. Alors le terme maintenant s'utilise, hein, mais, euh, mais il s'agit là d'un concept qui permet quand même de spécifier au sein de la toponymie ce qui relève de la création ou de la production contemporaine, en tout cas à un moment donné. Et donc, ça permet d'isoler à la fois un corpus de toponymes, mais aussi une pratique qui est celle de la production toponymique à un moment donné. Donc, en ce sens-là, ce concept est utile. Il y a également le concept de toponomascape. Bon, la mode est un peu à rajouter le suffixe scape à pas mal de choses aujourd'hui, mais ça permet, bon, disons que on l'utilise pour désigner la sphère sémiotique qui est liée au toponyme. Et cette sphère sémiotique liée au toponyme, eh bien, elle comporte d'une part les corpus de toponymes, mais aussi les objets matériels sur lesquels ils sont représentés ou sur lesquels on va les trouver, autrement dit la signalétique, mais également la cartographie dans la mesure où elle est un support qui reçoit cet ensemble de toponymes et qui parfois sélectionne des toponymes ou les hiérarchise. Également les adresses au sein desquelles on va retrouver ces toponymes, et puis un certain nombre de pratiques vernaculaires qui font qu'il y a un usage local d'une partie du corpus de toponymes dans un contexte particulier. Alors tout ça forme ce que l'on appelle le toponomascape, et quelque part, s'intéresser à la néotoponymie, ça nécessite de s'intéresser au processus de production du toponyme, mais ça nécessite de s'intéresser aussi à ces autres éléments que sont l'adresse, que sont la signalétique, que sont la cartographie, et aussi la cartographie en ligne, et les systèmes de navigation qui aujourd'hui, évidemment, reposent sur l'usage de la toponymie. Voilà. Alors, je pourrais ajouter aussi quelque chose sur endonyme et exonyme. Les notions d'endonyme et d'exonyme ont fait l'objet d'une définition et d'une sorte de stabilisation de cette définition par des organismes, et notamment le groupe des experts des Nations Unies sur les noms géographiques, hein, qui a fait un gros travail sur la définition des endonymes et des exonymes, et puis qui fait un travail normatif de préconisation sur les normes qui doivent encadrer la production des exonymes. Alors, pour ce groupe d'experts, et puis plus généralement pour un grand nombre de commissions officielles de toponymie, la distinction entre endonyme et exonyme, elle repose sur le fait qu'il y a des corpus de toponymes qui sont en usage localement dans l'espace désigné par ces toponymes. Et puis, il y a des toponymes qui désignent les mêmes lieux, mais qui sont en usage à l'extérieur de ces espaces. Donc, la distinction endonyme-exonyme, elle repose sur cette géographie des usages, en quelque sorte. Alors, il s'avère que Peter Jordan, dans son compte-rendu de notre ouvrage, a introduit un débat hein, sur cette question et que je trouve tout à fait intéressant, hein, dans la mesure où c'est vrai que dans le cadre de l'ouvrage, on a pu utiliser les termes d'endonyme et d'exonyme dans une autre acception, en utilisant en fait ces termes de par leur étymologie pour désigner des noms, des noms de lieux, donc des toponymes, pour différencier les toponymes selon leur origine géographique. Donc là, on n'est pas sur une géographie des usages à un moment donné, on est plutôt sur une géographie dans le temps de l'origine des toponymes. Donc, c'est effectivement deux choses différentes. Dans les deux cas, on distingue les toponymes internes et les autres toponymes externes. Mais dans un cas, on distingue les toponymes internes en termes d'usage et les toponymes externes en termes d'usage.
Et dans l'autre cas, on distingue les toponymes internes en termes de genèse, d'origine, et les toponymes externes en termes d'origine, mais qui peuvent être employés localement. Alors, pourquoi utiliser cette opposition? Eh bien, tout simplement parce que quand on s'intéresse à la toponymie d'origine coloniale, eh bien, on a affaire à cette diversité d'origine des toponymes. Et pour mettre un peu d'ordre dans la diversité des compositions, parce qu'en fait, on va avoir des toponymes euh, qui sont des combinaisons entre endonymes et exonymes de ce point de vue-là, c'est-à-dire des toponymes qui correspondent à des appellations originelles, mais qui éventuellement ont été traduits dans une langue externe. On va avoir des toponymes qui combinent des éléments internes et des éléments externes. Donc on a une hybridation toponymique qui doit être comprise, qui doit être appréciée en fonction de l'origine de ces composantes. Donc là, endonyme, exonyme, il y a un débat. Je ne sais pas si Peter est là. Peut-être si ce n'est pas le cas aujourd'hui, il n'aura pas l'occasion de rebondir, mais sinon, il le fera peut-être. Et je trouve que cette discussion doit avoir lieu, est intéressante. Et peut-être que la distinction entre toponyme d'origine locale et toponyme d'origine externe passe peut-être par autre chose que l'emploi des termes endonyme et exonyme pour éviter le télescopage de deux définitions différentes. Je suis désolée de l'interruption, mais il reste 5 minutes. D'accord. Alors, j'ai été... voilà, bon, très bien. Alors, ce que je... Bon, je veux évoquer une grille d'analyse qu'on a élaborée il y a déjà un certain temps. Elle a été élaborée avec Myriam Housset en 2016 pour un article paru dans Geopolitics. Mais depuis, je pense qu'on l'a perfectionné, on l'a fait évoluer. Alors, concrètement, alors je pensais derrière illustrer l'usage de cette grille avec le cas sud-africain, mais j'en aurai pas le temps. Donc, je vais rester à quelque chose de théorique et d'assez ardu, mais peut-être dans la discussion, je reviendrai sur des exemples. Alors, cette grille d'analyse, vous voyez, elle, elle repose sur plusieurs éléments qui doivent être pris en compte. Il y a des éléments qui relèvent du contexte géopolitique dans lequel la production toponymique s'effectue. Il y a des éléments qui relèvent du jeu d'acteurs sur laquelle repose la production toponymique. Il y a des éléments qui permettent de différencier les types de lieux qui font l'objet de dénominations. Et enfin, et peut-être de manière la plus importante, il y a les motivations, il y a les stratégies qui sont à l'œuvre dans le processus de production de dénomination. Tous ces éléments sont absolument indispensables à étudier pour comprendre ce qui se joue dans la production toponymique. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette grille d'analyse, elle n'a pas pour but de produire une typologie en rangeant chaque toponyme dans une case. Au contraire, cette grille, elle a plutôt pour but de restituer toute la complexité à chaque cas, mais de montrer que chaque cas est le produit finalement d'une combinaison qui peut être lue de manière plus générale. Donc, en fait, dans un assez grand nombre de cas, la production d'un néotoponyme s'effectue dans le cadre d'un contexte qui peut être un contexte complexe, hein, qui combine les éléments de contexte que sont la conquête, le changement radical de régime, c'est la révolution, l'émergence de nouveaux territoires ou la marchandisation. Donc, il peut y avoir des combinaisons d'éléments de contexte. C'est évidemment ce que je pensais illustrer ou ce que je pourrais illustrer avec le cas de l'Afrique du Sud à différentes périodes. Il peut y avoir également des combinaisons de motivation ou de tactique ou de stratégie, si vous voulez. Alors, parmi les stratégies générales qu'on peut évoquer, il y a celle de l'effacement ou de la suppression d'une référence. Il y a celle de l'usage d'un toponyme pour fonder un nouvel ordre et de nouvelles références culturelles ou politiques à la base de ce nouvel ordre. Il y a éventuellement la stratégie de restauration
d'une toponymie héritée, mais qui a été effacée durant une période coloniale, par exemple. Il peut y avoir également des techniques qui passent par la participation pour pouvoir faire émerger de nouveaux toponymes. Bref, il peut y avoir une combinaison de motivation et de techniques qui interviennent dans la production d'un nom. Et puis du côté des lieux, bien sûr, les enjeux ne sont pas les mêmes. Quand il s'agit d'une capitale d'un État souverain ou quand il s'agit de la place centrale d'une capitale, là on peut parler de haut lieu, ou lorsqu'il s'agit de lieux banals ou du quotidien, ceux de la banlieue, de la périphérie, des quartiers informels, par exemple. Alors, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas d'enjeux sociaux, politiques et culturels pour ce type de lieu, mais ça veut dire que les enjeux sont de nature différente. Et puis, il y a ce que l'on appelle les territoires, c'est-à-dire les espaces des espaces de type enfin, qui constituent des juridictions d'un type et qui sur lesquelles reposent des recompositions territoriales assez permanentes, et il y a une production toponymique liée à cette production territoriale. Enfin, le jeu d'acteurs, ben, le jeu d'acteurs, bien sûr, ce qu'on a un peu reproché à la géographie, pardon, à la toponymie critique ou toponymie politique, et ce qu'on peut effectivement peut-être lui reprocher, c'est d'avoir un prisme euh, un peu top-down, avec un intérêt principal porté à la toponymie officielle et à la production officielle de nouveaux toponymes. Or, bien entendu, ce qui se joue dans les usages toponymiques, c'est un jeu subtil entre des pratiques vernaculaires et puis des dispositifs toponymiques officiels qui ne sont pas forcément les dispositifs en usage, ou en tout cas pas forcément les dispositifs en usage pour tout le monde. Donc, rentrer dans le jeu d'acteur, donner toute sa place à ce que l'on appelle la société civile, mais qui bien sûr se compose de multiples acteurs et actrices, est un enjeu important pour peut-être pour aller plus loin dans l'analyse de la production néotoponymique et pour prendre en compte ce qui se joue du côté du terrain et ce qui se joue surtout du côté des usages et de la toponymie vernaculaire. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'ai conscience d'avoir été extrêmement abstrait, enfin abstrait, je ne sais pas, mais en tout cas théorique, abstrait aussi, vraisemblablement. Donc ce qui manque, c'est bien sûr une partie plus nourrie d'études de cas. Bon, en fonction de vos réactions ou de vos questions, eh bien, éventuellement, j'irai plutôt sur ce terrain. Merci beaucoup, professeur Giraud. C'était très, très intéressant, mais il est certain que la partie plus vivante des exemples et tout ça, il nous manquait. Mais peut-être que, comme vous dites, maintenant, on va en avoir l'occasion. Je me permets juste un petit commentaire par rapport à la linguistique, étant linguiste moi-même. Je pense que cette notion de désignateur rigide, de crack, est resté un peu cantonné maintenant. Il est certain qu'il y a des tenants de cette théorie, mais maintenant il y a tout un courant de la socio-onomastique, et notamment en Scandinavie, où par exemple on étudie les différentes dénominations des lieux chez les jeunes, chez les personnes les plus âgées, etc. Et c'est un terrain très fertile, il est certain. Donc, je me permets d'ouvrir l'espace aux questions, aux commentaires. Qui voudrait lever la main, poser une question ou faire un commentaire? On est ouvert pour ça. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Ferland. Oui, bonjour. Je suis très intéressé. Je vous remercie pour votre présentation. Je suis moi-même très critique de la notion d'exonyme parce que je trouve que c'est un non-objet. Mais je ramènerai seulement sur un tout petit point. Est-ce que la manie de la commémoration serait à associer à la théorie situationniste de Debord, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une mise en spectacle de notre
de notre histoire, passée ou présente, et qu'il s'agit donc d'une mise en évidence de notre profil politique actuel. Par exemple, quand on en est à vouloir redonner des noms autochtones à des entités qui n'avaient jamais existé à l'époque précoloniale, que ce soit ici en Amérique du Nord ou en Europe, où c'est que la notion d'autochtone est assez difficile à identifier. Est-ce qu'il ne s'agit pas justement de ramener un niveau, on dit le changement de régime, le changement de site, mais on veut commémorer des choses. Et maintenant, un courant qui est il faut renommer des lieux avec des noms de femmes parce qu'il n'y a pas assez de noms de femmes par rapport à de noms d'hommes. Alors que 80% des lieux sont nommés indépendamment de savoir s'il s'agit de quelqu'un. Le but de nommer une rue n'est pas de commémorer quelqu'un, mais de nommer la rue. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas de ce genre de spectacle? Alors, merci. Effectivement, je pense que la partie de la toponymie qui porte principalement sur les odonymes, hein, les noms de rue en milieu urbain, fait l'objet depuis. Alors, il y a des chronologies différentes hein, selon les contextes, mais enfin, on va dire en tout cas que à partir du 19e siècle, c'est un peu généralisé dans un assez grand nombre de contextes la pratique de la commémoration via l'odonymie. Et effectivement, on peut parfaitement analyser ça comme étant une mise en œuvre d'un processus spectaculaire d'imposition d'un ordre mémoriel dominant dans le grand livre que constitue le paysage urbain. Donc, effectivement, il y a clairement de ça, et on peut estimer qu'aujourd'hui, un certain nombre de mise en spectacle politique, de renomination, relève aussi de ce spectacle, en quelque sorte. Euh, alors, ceci dit de mon point de vue, en tout cas, ça ne disqualifie quand même pas forcément ce type de démarche et ce type de revendication. Euh, tout simplement parce que l'usage de l'odonymie comme étant un spectacle mémoriel est quelque chose qui s'est imposé, qui existe, qui est là et qui a des effets et qui produit des effets non négligeables. Le fait, par exemple, que les odonymes soient à 90 à 90% quand il s'agit de noms de personnes. Je parle des odonymes qui portent sur des personnes, mais ils sont à plus de 90% masculins. Eh bien, c'est là, ça existe et ça produit des effets. Et des effets qui sont quand même relativement désastreux en termes d'affirmation d'un patriarcat dominant. On peut estimer que sur le plan de la formation de la jeunesse et des nouvelles générations qui utilisent cet espace, ça produit des effets. Et donc, il y a des revendications pour modifier ces dominations. De mon point de vue, c'est pas illégitime. Et donc, mais c'est pas forcément contradictoire. C'est-à-dire qu'on peut très bien analyser cette pratique qui s'est imposée à partir du 19e, avec des chronologies un peu variables selon les contextes, comme peut-être regrettable, d'une part, et d'autre part, relevant effectivement d'une spectacularisation du toponomascape. Mais le fait est que c'est là, et donc il y a des revendications pour rééquilibrer symboliquement ces dispositifs. Bon, ça me paraît aussi légitime. Alors après, et je continue, on peut analyser les politiques qui sont mises en œuvre qui vont dans ce sens-là. Vous avez des politiques qui sont purement spectaculaires, mais vraiment purement spectaculaires. Il faut faire du chiffre, il faut montrer dans un bilan municipal, par exemple, qu'on a rééquilibré en termes de genre. Donc, on va inventer des lieux qui n'en sont pas vraiment, des morceaux d'esplanade sur lesquels il n'y a pas d'adresse, qui n'avaient pas de nom. Donc, en plus, ça n'a pas tellement de coût
parce que ça va gêner personne, il n'y aura pas de changement d'adresse, mais en même temps, ça aura une très faible visibilité. En revanche, ça permet d'afficher un bilan dans le domaine. Là, on peut estimer que quelque part, non seulement on est dans la spectacularisation, et on est un peu dans l'instrumentalisation aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas au cœur des choses pour ce qui est d'un rééquilibrage symbolique qui pourrait avoir des effets culturels ou sociaux. Mais bon, là, c'est un avis personnel, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très complet. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question, un commentaire, faire un commentaire? Ou peut-être pourrions-nous profiter de ces 5 minutes pour voir un peu l'exemple de l'Afrique du Sud que Monsieur Giraud voulait nous montrer? Je ne sais rien. Y aurait-il une question urgente, un commentaire urgent? Ah, je vois qu'il y a un commentaire sur le chat. Ah non, c'était juste une salutation. Merci et bonjour. Ben Merci. alors peut-être, oui, c'est Oui, si 5 vous voulez, minutes ça peut pour être- les exemples. Mhm. Ok. Donc, diaporama. Excusez-moi. Voilà, on y va. Donc, voilà, quelques exemples sud-africains. Donc, voilà une plaque en Afrique du Sud qui a juste 20 ans maintenant et qui commémore un rassemblement de villes du monde qui ont la particularité de toutes porter le nom de Newcastle. Alors certaines d'ailleurs dans d'autres langues que l'anglais, mais la plupart en anglais, et certaines dans d'autres langues. Par exemple, il y a Neuchâtel en Suisse avait participé au rassemblement. Alors bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'une part, c'est un prétexte pour créer du réseau, cette relation toponymique qui repose en fait sur l'usage de toponymes qui généralement ont une origine médiévale, mais qui ont pu se retrouver réutilisés, réemployés dans le cadre colonial. C'est le cas du Newcastle sud-africain, hein, bien entendu. Donc, un certain nombre de Newcastle dans le monde ont des origines médiévales, mais évidemment, le Newcastle sud-africain, ce n'est pas le cas. Mais donc, il y a un voyage, si vous voulez, des toponymes qui finit par créer une sorte de réseau et qui montre que des toponymes similaires ou voisins ont pu être utilisés ou réemployés dans des contextes et pour des raisons assez différentes et subsistent aujourd'hui. Donc voilà, ça me paraît pas qu'anecdotique, c'est une anecdote, mais qui en fait permet de parler de cette dimension relationnelle de la toponymie, à la fois dans l'espace et dans le temps. Alors, voici une carte de l'Afrique du Sud, de l'organisation territoriale de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, avec deux types de territoires, hein. Les territoires pour les populations d'origine européenne, minoritaire, privilégiée et dominante, avec 4 provinces, 2 étant d'anciennes colonies britanniques et 2 étant d'anciennes républiques afrikaners, de parler afrikaans. Donc la colonie du Cap, la colonie du Natal, et puis les 2 anciennes républiques Boer ou Afrikaner, qui étaient le Orange Free State et puis le Transvaal. Et puis ces fameux Bantoustans, qui étaient donc des territoires que l'Afrique du Sud avait tenté de faire passer comme des territoires souverains, prétendant qu'elle pratiquait une décolonisation interne et donc qu'elle s'était mise au diapason de la décolonisation. Bon, c'est évidemment, la ficelle était un peu grosse, donc ça n'a jamais été reconnu au niveau international. Il s'agissait en fait des anciennes réserves coloniales. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a une dualité toponymique extrêmement nette, hein, dans un contexte colonial. Et on voit comment le régime d'apartheid, finalement, affirme une toponymie d'origine externe et d'origine européenne, de 2 origines différentes d'ailleurs, pour les parties dominantes du territoire et pour les espaces qui concernent cette minorité et qui sont exploités et possédés par cette minorité et qui sont majoritaires, hein, sur l'espace. Mais en revanche, le régime promouvait l'usage de toponymes
d'origine africaine pour les espaces de la relégation. Donc on a chacun de ces Bantoustans portait un nom en lien avec l'ethnie à laquelle, et la langue liée, à laquelle était attribué ce territoire, de force d'ailleurs, pour différentes raisons. Donc on voit par exemple que ce qui était le Zululand auparavant, durant la période coloniale, a été renommé KwaZulu durant la période d'apartheid. Donc c'était en quelque sorte une concession toponymique aux populations africaines, quelque part, c'était faire régresser l'exonymie coloniale et promouvoir la toponymie africaine, mais évidemment dans un projet politique qui était celui de l'affirmation de la ségrégation par le biais de ces Bantoustans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une carte avec les noms des nouvelles provinces post-apartheid et puis aussi les noms des nouvelles grandes municipalités métropolitaines. Et donc là, il y a eu tout un travail de néotoponymie qui a été réalisé, qui produit, alors d'une part, l'affirmation pour certaines provinces de l'usage de noms d'origine africaine, qui sont souvent des noms qui n'ont pas forcément une signification commémorative, mais qui par contre renvoient à une culture, à différentes cultures et à une spatialité aussi d'origine africaine. C'est le cas du Limpopo ou du Mpumalanga. On a un toponyme qui est un toponyme composite. Vous voyez, vous avez le nom à la fois de l'ancienne province d'origine britannique du Natal et puis le nom de l'ancien Bantoustan du KwaZulu. Mais cette combinaison, cette espèce de compromis toponymique n'est pas forcément... vous voyez là un document qui... Vous voyez qu'il y a des revendications pour imposer le référent KwaZulu à l'ensemble de la province. Et puis pour ce qui est des grandes municipalités, eh bien, vous avez un certain nombre de grandes municipalités qui ont changé de nom. Alors, c'est le cas de Pretoria qui est devenu Tshwane, c'est le cas de Durban qui est devenu eThekwini, et puis c'est le cas de Port Elizabeth qui est devenu Nelson Mandela Bay. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Nelson Mandela Bay, on est quand même dans une démarche de promotion, d'usage de la marque Mandela, en quelque sorte, qui est une affirmation forte à l'international. Alors que dans le cas de Tshwane ou d'eThekwini, on est plutôt dans des propositions de restauration toponymique, avec des noms d'ailleurs qui sont peut-être discutables, parce que c'est des noms qui certes étaient des noms vernaculaires, mais qui n'étaient pas forcément des noms originels. Et je vais finir avec des cartoons. Donc là, vous voyez, pour ce qui est de cette technique de compromis toponymique dans des contextes difficiles, en fait, le compromis qui a été trouvé, c'est que le nom de Pretoria est maintenu, mais maintenu pour le centre-ville. Pour la partie historique de la ville, alors, vous voyez, là, on est autour de la statue de Jacob Pretorius, d'où vient le nom de Pretoria, qui est donc une des figures de la colonisation afrikaner. Et puis le nom de Tshwane qui, lui, est donné à l'ensemble métropolitain. Vous voyez, donc là, pour ne pas totalement effacer ce qui est quand même considéré par une partie de la population comme un élément patrimonial, et puis qui est aussi un nom reconnaissable à l'international. Donc il y a aussi cette question de la visibilité internationale du néotoponyme. Et puis là, on voit comment le nom de Nelson Mandela est utilisé dans différents contextes. Encore un cartoon montrant qu'il y a eu aussi tout un travail, cette fois d'effacement, mais définitif, des figures qui étaient les plus marquées dans la théorisation du système ségrégatif de l'apartheid, mais pas l'ensemble des figures coloniales, dont certaines sont maintenues. Il y a eu tout un travail de renomination, et là on n'est pas vraiment dans l'effacement. Alors si on est en l'effacement peut-être d'un nom britannique, en langue britannique, mais qui est un toponyme qui était un toponyme non commémoratif, pour justement le remplacer par un toponyme commémoratif dans le contexte de Durban, où Gandhi d'ailleurs a séjourné. Et voilà. Je crois que nous sommes obligés d'arrêter ici. Je me permets juste de lire un commentaire qui avait été écrit dans la conversation. Et
Je vous remercie pour l'exposé très intéressant. En ce qui concerne la grille d'analyse, je vous suggère de penser également à la dimension sociolinguistique dans le sens des usages des créations linguistiques, etc. Et c'est Madame Hajer Merbour de l'Algérie, d'une université algérienne. Je suis désolée, on a peu de temps, le temps est très restreint. Je vous remercie bien. Je suis sensible aussi à ces suggestions. Vous-même avez orienté vers la question de la sociolinguistique et je vois que ça revient également dans le commentaire. C'est évidemment quelque chose qui ne m'a pas échappé. C'est vrai que pour l'instant, les collaborations ont relativement peu porté sur cette relation entre la production du toponyme et puis les usages langagiers. Mais il y a évidemment là des possibilités de collaboration qui sont particulièrement intéressantes. Merci beaucoup. Et j'invite également l'auditoire pour les conférences du mois de mars et d'avril qui seront également en français. Merci beaucoup. Et je passe la parole rapidement à Madame Rességui pour clore la séance. Merci beaucoup à tous. Okay. Thank you very much for the presentation. It would be really useful, I think. It would be really useful to have a lecture about this topic in English as well for ICOS members. Okay, and before closing this session, I'd like to remind you that we continue this semester with another lecture in French in March. So see you soon. Hopefully see you soon. Thank you. Merci beaucoup et à la prochaine, j'espère bien. Au revoir. Ah, vous pourrez retrouver la conférence enregistrée bientôt sur notre chaîne YouTube, Onomastics Online de l'ICOS. Au revoir. Merci, au revoir.